Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio Circulab, une nouvelle conversation. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte Figarade. Bonjour Charlotte. Bonjour Brieux. Très content de te retrouver. En fait, on se connaît relativement peu, mais je t'ai croisé à pas mal d'événements, notamment ceux qu'on a organisés avec la ville de Paris encore récemment en novembre, ou avec nos amis de l'Institut du Commerce en janvier. Et à ce dernier événement, tu avais présenté justement l'histoire de Naissance, qu'on va évidemment revoir aujourd'hui. Mais j'avais trouvé ça génial, et surtout tous les impacts que Naissance avait déjà pour ses clients. Et je trouvais ça vraiment trop bien. Donc déjà, content de te recevoir. Merci, merci de ton accueil. Je suis très contente de pouvoir raconter cette histoire et surtout sensibiliser en fait au sujet de l'empreinte carbone et eau du soda. Ouais. Tout à fait. Effectivement, c'est un sujet, on va dire, c'est un produit un peu plus léger, mais en termes d'enjeux et de sujets sérieux, sachant qu'on est dans un contexte on ne peut plus, on va dire, lourd, on va dire. On peut le dire, je pense. On peut le dire. Donc, pour rappel, nous sommes en mars 2025. Et première question, avant d'aller sur Naissance, déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Donc, je m'appelle Charlotte Figarade, j'ai 40 ans. Je suis mariée et j'ai 2 enfants, plutôt jeunes. Et moi, je suis fille d'agriculteur. Donc, j'ai grandi dans une ferme en Seine-et-Marne, donc des fermes de grande culture. Plutôt une ferme de taille moyenne pour ce type d'environnement. Mes parents avaient également créé 2 entreprises donc, à côté. Donc, ils étaient entrepreneurs et agriculteurs. Et quand tu dis agriculteur, c'était céréalier, maraîcher, éleveur? Céréalier. Ok, très clair. Céréalier. Et donc, ils travaillaient beaucoup. En fait, il y avait d'ailleurs, le principe, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de frontières entre la vie professionnelle et la vie de famille. Et donc, le seul moment où on se retrouvait, c'était autour d'une table, et en l'occurrence la table de la cuisine, pour les repas, qui étaient souvent un peu longs, et parce que, en fait, au-delà du repas que l'on partageait, c'était le moment où on se retrouvait. Et où chacun finalement se reconnectait, on se reconnectait les uns aux autres en partageant ce qui s'était passé, voilà. Et moi j'ai été très marquée par l'importance de la table dans une vie de famille et dans une vie de société, parce que c'est l'endroit en fait où on se pose, on se retrouve, on se regarde et on prend le temps de se rapprocher en fait. Et je crois que c'est ce qui m'a marqué un peu toute mon enfance, et du coup qui a marqué mon début de carrière professionnelle, puisque j'ai directement après mon école de commerce, j'ai fait tous mes stages et ensuite ma première expérience dans la gastronomie. Côté fournisseur, puisque j'ai travaillé une 12aine d'années chez Valrhona. Petit chocolatier des grands chefs de la vallée du Rhône. J'ai différentes casquettes, mais globalement, plutôt une casquette de développeuse et de défricheuse de marché. D'accord. Sur la partie hôtellerie-restauration, sur l'ouverture de marché à l'international, et ensuite sur la structuration de business unit. C'était passionnant, voilà. Surtout qu'il y a un contexte international de fait avec Valrhona, donc que ce soit en termes d'approvisionnement, mais aussi de distribution, je suppose. Oui, c'est une marque qui est quasiment distribuée partout dans le monde, qui, dans les années... ça remonte maintenant un petit peu, mais dans les années 2010, était en croissance exponentielle avec l'ouverture de marché à l'international. Et il y avait cette volonté d'être très proche des clients, de les accompagner. À la fois sur la prise en main du produit, sur la perte, comment on fait pour faire perdurer ce métier de pâtissier, de chocolatier, donc sur la formation. Et je trouvais ça assez passionnant d'être aussi investi aux côtés de ses clients. En voulant faire les choses bien, puisque c'était un bon produit, bien sourcé, le cacao était très bien sourcé, plutôt bien transformé, et ensuite bien vendu, bien accompagné auprès des clients.
Et puis après un passage aux États-Unis, en start-up tech, donc très très différent, mais très formateur. Je suis revenue en France et j'ai intégré Café Joyeux. De la gastronomie, puisqu'on est quand même sur une famille de restaurants, de cafés-restaurants, taille plus petite et avec un impact social évident, puisqu'ils embauchent des personnes en situation de handicap mental et cognitif. Ouais. Et là, encore une fois, mon métier était de structurer et développer des nouveaux business. Ok. Voilà. Et donc ça, quand tu as rejoint Café Joyeux, c'était vers quelle année? C'était en 2021. Donc okay. C'était relativement récent. C'était assez récent. Café Joyeux a fêté ses 5 ans en 2022. Okay. Donc on était dans cette énergie où tout était développement, ce vrombissement, où toutes les semaines on avait des sollicitations assez incroyables de pays qui souhaitaient ouvrir un café joyeux dans tel ou tel pays, des bénévoles qui souhaitaient rejoindre l'aventure et contribuer à ce rayonnement, et des entreprises qui voulaient aussi, à leur manière, déployer la mission. Donc c'était passionnant. Et puis Yann Bucaille est un entrepreneur très inspirant, donc très très formateur. Et ça m'a donné, je crois que c'est d'ailleurs l'expérience qui m'a donné envie en fait de me lancer en fait. Parce que j'ai toujours été entrepreneur, je pense, dans ma façon d'être et dans ma façon de travailler. J'avais besoin de faire mes armes dans une structure un peu plus grosse comme Valrhona, et Café Joyeux m'a convaincu, m'a donné mon envol pour pouvoir le faire. Ok, excellent. Et donc ça nous amène justement peut-être à la fin de l'expérience chez Café Joyeux, et donc on en vient à reparler de naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, donc j'ai quitté Café Joyeux en février 2023, avec cette envie justement de me dire, en fait, quand on a un concept incroyable, qu'on arrive à fédérer toutes les parties prenantes d'une société, avec un bon produit et une marque forte, on peut changer les choses. Et c'est ça la force de Café Joyeux. C'est qu'en fait, c'est complètement incroyable l'impact sur la société en termes de changement de regard sur le handicap. Et je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de faire ça sur un domaine qui m'est peut-être un peu plus proche. Donc, je suis partie avec cette idée. Et en me disant, j'ai pas d'idée, donc je trouve quelqu'un qui a une idée, ou que je reprenne une entreprise à développer. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Chef Damien. Chef Damien, donc, qui est Damien Duquesne, qui est chef, cuisinier, restaurateur, qui avait créé avec son frère le site 750grammes.com. Qui a eu un joli succès et qui est devenu restaurateur dans le 15e. Et il avait une pépite, il a inventé une pépite assez révolutionnaire dans l'univers de la boisson, et il cherchait quelqu'un pour lancer l'aventure. Et comment vous avez été mis en relation? C'est un peu une rencontre incroyable et improbable, parce qu'il avait posté sur LinkedIn qui veut être mon associé, mais de manière très simple. En fait, ça sert à ça, LinkedIn. Donc, j'ai un concept incroyable, je cherche une associée qui veut l'être. Et moi, j'ai pas vu le post. Okay. Mais c'est une de nos amis, de nos connaissances en commun, Jacques Ferté, le cofondateur de Galia, puis de Chérico, sur la partie chicorée, qui a vu le post, qui a rencontré Damien, qui a trouvé l'idée complètement incroyable, et qui savait que moi je cherchais, et il m'a dit, il faut que tu le rencontres, je pense que vous pouvez faire un bon binôme. Trop bien. Et donc ça, on est mi-2023 ou ça se fait... Oui, mais ça s'est fait très vite. Je suis partie en février et je l'ai rencontré début avril, je crois, donc un mois après. Super timing. Très bon timing. Et alors là, Damien t'explique un petit peu qu'est-ce que cette pépite finalement. Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être que tu nous racontes un peu comment cette pépite est arrivée. Donc Damien est cuisinier, il est restaurateur dans le 15e à Paris, avec un restaurant qui s'appelle 750 grammes la table, qui est une guinguette assez populaire, mais où
tout le monde se retrouve à cette table. Les personnes du salon des expositions à côté, les familles, les gens du quartier. Voilà, c'est tout le monde peut s'y retrouver parce que le menu est assez accessible. Et surtout, c'est une cuisine maison. Donc, tout est fait sur place, transformé à partir d'ingrédients frais. La carte des vins est bien travaillée aussi, parce que son frère est vigneron. Et en fait, fin Covid, il se rend compte que tout ça, c'est très bien, mais il vend du coca, donc des sodas industriels à sa carte. Il a une prise de conscience, il se dit, mais ça marche pas, c'est pas aligné, en fait. Ça marche pas avec une cuisine maison, avec un travail en direct avec des producteurs. Ça n'a pas de sens. Donc, il met tout sur le trottoir, un grand panneau, servez-vous, allez-y. Je m'en sers plus. Voilà, j'ai plus besoin, ça ne doit plus faire partie de ma carte. Et après, il se dit, maintenant, il va falloir que je mette autre chose. Donc il cherche. Il cherche, et puis il regarde forcément du côté des crafts, sodas, des boissons artisanales, locales, tout ce qui s'est développé depuis une dizaine d'années, qui est plutôt très bien fait, qui est plutôt meilleur, moins sucré, plus naturel. Il se dit, ça va être génial. Et en fait, il se dit, c'est super, mais non. En fait, ça va pas assez loin. Ouais, en fait, finalement, je suppose qu'il s'est dit, en gros, c'est le même système que ce qu'il y avait avant, sauf que c'est un peu plus localisé, quoi. C'est ça. C'est un peu juste à qui tu donnes ton argent. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que vraiment, la recette est mieux travaillée et il y a eu plein de choses de faites. Aussi dans ces recettes locales. Tout voilà. À fait. Mais en gros, en fait, ça remet pas en question le modèle même des sodas, qui est que dans un soda, en fait, 90% c'est de l'eau. Et donc, en fait, on transporte, on achète de l'eau. Le reste, il va y avoir du sucre et ensuite des arômes. Et même les boissons artisanales, souvent, la plupart du cas, ce sont des arômes. Sans compter en plus tous les emballages. Et exactement, le dernier point qui est commun aux boissons industrielles, c'est la bouteille. Et cette bouteille, en fait, et c'est vraiment c'est le cœur du sujet, parce que cette bouteille, elle est produite, transportée et gérée en fin de vie, que ce soit du recyclage ou de la réutilisation, simplement parce qu'elle a servi à transporter une boisson. Et quand on sait que cette boisson, c'est 90% d'eau, on se dit, est-ce que vraiment c'était nécessaire ? Ouais, clairement. Ouais. Et c'est ça qu'il s'est dit, Damien, dans son restaurant, en se disant, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas aller un cran plus loin ? Est-ce qu'aujourd'hui, on fait attention à notre empreinte carbone, à l'eau qu'on utilise, en conscience, on essaie de travailler un peu en conscience. Sur les boissons, est-ce qu'il n'y a pas un truc à craquer ? Et du coup, il s'est mis en cuisine, comme un cuisinier, comme un chef, et il s'est dit, ces boissons, je vais les faire. Ouais, tu prenais l'exemple du fameux tonic. Il avait essayé un tonic un peu stylé d'apparence sur la carte, mais au final, en termes d'expérience, ça changeait rien du Schweppes classique, quoi. Oui, alors il est allé boire un tonic dans un bar un peu branché, en se disant, ça va être une vraie découverte. Le tonic était vendu, 9-10 euros, donc plutôt un positionnement premium. Belle marge, ouais. Il se dit, ça va être génial. Et en fait, il est hyper déçu sur le profil aromatique, parce qu'il se dit, mais finalement, en fait, il n'y a pas tant de décalage que ça. Ouais, c'est un peu fade, quoi. C'est un peu fade. Et il se dit, mais en fait, à un moment donné, si on veut travailler différemment, il faut complètement en fait repartir d'une page blanche et se dire, un peu à la japonaise, de quoi on a besoin. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire ? Et c'est sa démarche, puisqu'il est arrivé à se dire, dans mon restaurant, il est allé en cuisine, et il a fait son propre tonic, son propre concentré de tonic, en partant des ingrédients qui allaient être nécessaires pour formuler en fait le goût de son tonic. Ouais. En partant du coup, au démarrage, il a travaillé avec la quinquina, naturellement. Ensuite, il est arrivé à la gentiane, qui est plus locale, le romarin, les baies de génévrier. Donc, il est parti des matières brutes, du sucre, bien évidemment. Et en infusion, tout ça, ça a donné un concentré hyper aromatique, naturellement. Parce que c'était frais, parce que les matières premières étaient brutes. Et c'est ça qui a été la base de son tonic. Et au bar, en fait, ça,
quand on vous mettait dans un verre une dose de tonique concentré comme ça, avec du gin ou pas, on n'est pas obligé. Oui, on peut mettre de l'eau gazeuse aussi. Bon, on peut juste boire un tonique. Et dans ces cas-là, avec de l'eau pétillante à la pompe, microfiltrée, et ben du coup, on fait un tonique qui est incroyablement parfumé. Super floral et tout. Qui s'exprime vraiment complètement et qui n'a, en fait, qui a une empreinte carbone qui est pas proche de zéro, mais Bien qui sûr. est 7 fois plus faible qu'un soda traditionnel. Incroyable. Donc ça, c'est né dans un restaurant par un chef. Et ce que tu avais raconté, excuse-moi de t'interrompre, mais ce qui est génial, c'est qu'il dit à son équipe, à ses serveurs, je sais plus, mais ce soir, vous proposez ce tonique. Et j'aimerais que tu racontes cette anecdote-là, parce que cette validation dans les faits, elle est incroyable aussi. Donc effectivement, il fait ce tonique l'après-midi, et donc le soir, il dit à son équipe, ce soir, vous vendez du tonique et du gin tonic, c'est ça. De toute façon, c'est la boisson qui est à la carte. Donc, et lui, il se met à la caisse. Et donc, il voit tous les clients qui partent. Et les clients lui disent, mais c'était quoi? Mais il dit, bah, c'était un tonic que j'ai fait dans ma cuisine, etc. Et les clients lui disent, mais c'était hyper bon. En fait. C'était hyper bon. Il y avait une vraie surprise parce que, effectivement, les codes de la boisson, c'est on t'apporte une bouteille. Donc voilà, on t'apporte ta bouteille, ton verre, et tu vas verser cette bouteille, le contenu de la bouteille, dans ton verre. Là, ils ont reçu directement leur tonique dans leur verre, et ils ont eu une espèce d'explosion aromatique en bouche. Et donc là, il s'est dit, mais en fait, ça marche, ce truc, ça marche, donc je vais décliner. Trop bien. Et il a fait la limonade, la ginger beer, le cola, compliqué le cola, et puis voilà, puis aujourd'hui, on a une dizaine de boissons comme ça. Et il s'est rendu compte dans son restaurant qu'il en vendait plus, 200% de vente en plus. Incroyable. Au service du déjeuner. Ça lui coûtait moins cher. Il y avait ces serveurs, aujourd'hui, ne veulent plus voir une boisson en bouteille. Parce que c'est des plateaux qui sont 2 fois moins lourds pour les équipes. Ouais, t'as plus le verre et la bouteille, t'as juste le verre en plus. Ouais. Ouais. Et puis, il avait travaillé le prix de vente légèrement supérieur, donc c'était le triple effet qui se coule, quoi. Trop bien, ouais. Et c'est fort de ça que son fils, Thomas, qui lui a dit, en fait, ça me paraît... si ça marche chez toi, ça devrait marcher ailleurs, et surtout, ça devrait intéresser les autres restaurateurs. Il faut le proposer à la restauration. Okay. Et c'est cette base de boissons inventées dans un restaurant qui a été proposée du coup à l'ensemble de la restauration. Ok, trop bien. Et donc là, il valide au fur et à mesure ses recettes. En plus, ce qui est génial, c'est qu'il le fait dans la cuisine, il valide le soir même les recettes. Bon, j'imagine qu'il y a un petit peu de temps qui se passe, il y a votre rencontre. Et qu'est-ce qui se passe à partir de votre rencontre? Parce que, ok, il te raconte tout ça, tu dis, ok, ça a l'air hyper bon ton truc, qu'est-ce qui se passe? Alors, il avait déjà commencé un peu à vendre, en Okay. se disant, faut tester. Et c'était fort de ça, des premiers retours qui étaient hyper positifs, qui s'était dit, en fait, c'est un vrai truc. Donc, il faut le structurer et le développer. Et donc, nous, on a travaillé quelques mois pour se dire, qui est-on, comment on veut, vraiment... Qu'est-ce qu'on veut proposer, en fait, aux restaurateurs? Pourquoi on le fait, finalement? Et ce qui est ressorti très fort, en fait, c'est que il y a une espèce d'élan vital, en fait, en nous, qui nous anime, Damien et moi. Et on s'est vraiment retrouvés en se disant, en fait, on le fait parce que c'est juste l'évidence du monde de demain. Tu vois, c'est que de toute façon, il y a des innovations en fonction des périodes, à l'échelle, tu vois, de l'histoire de l'humanité. Et je pense qu'aujourd'hui, étant donné les limites planétaires, ça devient évident de repenser à chaque fois notre manière de consommer. Et sur la boisson, pour moi, c'est évident qu'il y a peut-être au moins 50% des usages qui doivent être repensés sans bouteille. Alors ça c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'évidemment chez Circulab on est convaincu de ça et en plus l'actualité va dans votre sens. J'imagine que tu as vu un très gros du secteur, le groupe Suntory qui demandait il y a quelques mois
aux distributeurs de faire des efforts parce qu'en fait, eux subissent de plein fouet l'augmentation de la tonne de jus d'orange concentré avec toutes les difficultés de culture de l'orange au Brésil, etc., avec excès de pesticides, changement climatique et j'en passe. Et en fait, je crois que le prix de la tonne de jus d'orange a doublé ou triplé en 18 mois 2023-2024. Et donc, en gros, ils en sont à demander à leurs clients de payer plus cher, alors qu'en fait, effectivement, le modèle n'a aucun sens, quoi. Et je trouve que ce qui est génial, c'est que ce que vous apportez, c'est vraiment, effectivement, l'étape d'après, c'est qu'on on change de contexte et donc, en fait, on arrive à des offres qui ont beaucoup plus de sens, quoi. Moi, je pense que chaque innovation a son sens au moment où elle sort. Et je pense que c'est pas la fin de la boisson en bouteille. Hein. Je pense qu'elle existera toujours parce qu'il y a toujours des moments ou des lieux où on a besoin d'une bouteille. En revanche, je suis convaincue qu'aujourd'hui, il y a au moins, je vous ai parlé de la moitié, mais je pense que c'est même plus, des moments de consommation qui pourraient se passer de la bouteille. Il y a quand même un acteur qui l'a bien compris, c'est McDonald's. Ouais. Aujourd'hui, quand on va dans des fast-foods de chaîne, en fait, on n'a pas de bouteille. Oui, tout à fait. Ce sont des boissons qui sont faites sur place et qui nous sont servies dans des gobelets. Et en fait, ça pose de problème à personne. Et on se dit même pas, est-ce que c'est moins bien, c'est mieux. Enfin, en fait, on se dit peut-être que la boisson est un peu différente de quand je l'achète en bouteille. Elle n'a pas complètement le même goût. En revanche, je l'achète quand même quand je suis dans ce fast-food. Et donc, moi, aujourd'hui, je pense que... en fait, on a fait tout ce travail de sensibilisation sur l'assiette. Qu'est-ce qu'on mange, d'où viennent les protéines, l'équilibre, protéines végétales, animales, etc. Donc ça, je pense qu'on est un peu conscient. On le fait ou pas, mais en tout cas, on est conscient. Et ben en fait, l'heure est venue de faire attention à ce qu'on met dans notre verre. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, en fait, on boit 50 litres de soda en moyenne par an, par personne, en France. C'est ouf. Ça fait 1 litre par semaine, une bouteille quasiment. Ouais. Ouais. Et il y a même certaines études qui montent à 65. Donc c'est un sujet... En fait, c'est au cœur de chaque foyer. C'est pas le... Il y en a beaucoup qui me disent moi, je bois pas de soda... Oui, mais tu bois des gin tonic. Ah oui, non, mais ça, c'est vrai. Un whisky coke, gin tonic, oui, ça va, mais pas pareil. Ouais. Donc, à un moment donné, bon. Et en fait, tout le monde en boit à un moment donné. Donc, suivant les catégories socio-professionnelles et les âges, ça change. Mais grosso modo, ça concerne tout le monde. Et le soda, 64% de son empreinte carbone, c'est son emballage et sa bouteille. Donc, quand tu parles de son emballage, c'est tout ce qui va être, on va dire, l'emballage logistique en dehors de la bouteille ? Son emballage et son transport. Ouais. Oui, d'accord, ok, merci. Je me disais, son emballage et son transport, merci. Et donc, en fait, tu te dis, si tu enlèves l'emballage, tu réduis le poids transporté, et en fait, du coup, d'emblée, tu réduis son empreinte carbone. Bah oui, clairement, ouais. Et donc aujourd'hui, je pense que en fait l'idée c'est d'emmener un peu tout le monde à se questionner sur son mode de consommation et de se présenter comme une alternative et d'emmener aussi les industriels à se poser la question de la manière, du format dans lequel ils commercialisent leurs boissons pour emmener vers plus de on parle de solide, on parle de concentré, on parle de en tout cas, des solutions qui sont plus légères. Tout à fait. Et après, le reste, la composition de la boisson. Parce que alors nous, on est un peu vraiment, on est des jusqu'au-boutistes. Parce qu'on est sur des plantes, des fruits, des épices vraiment très peu transformées. On va y revenir, ouais, tout à fait. Mais même si on était déjà sur une partie transformée, concentrée, solide ou liquide, ce serait déjà beaucoup mieux pour tout le monde. Bah ouais, clairement. Mais d'ailleurs, si on extrapole un peu, il y avait un exemple qui est apparu en France, je pense, il y a une quinzaine d'années, c'était SodaStream, qui a fini par se faire racheter par PepsiCo aussi. Bon, là, on n'est pas sur les mêmes échelles et les mêmes types de produits, mais je trouve qu'en termes de fonctionnement, SodaStream, finalement,
on n'est pas sur le même marché non plus, on est plus au niveau des particuliers de souvenirs, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça commence aussi à avoir une certaine évidence. Je dis pas qu'on vend moins de bouteilles d'eau gazeuse en France, malheureusement, mais je trouve que finalement, vous avez repris inconsciemment ce système-là, mais surtout, vous avez relocalisé la production, et ça, c'est quand même assez génial. Et justement, sur cette production relocalisée, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur cet aspect recette, parce que vous privilégiez des produits, des matières premières plutôt de qualité. Puis finalement, ça permet de refaire le lien avec tes origines familiales, l'agriculture locale finalement. Et je pense déjà, SodaStream, je pense que c'est une super innovation, parce que ça rend accessible l'eau pétillante avec une moindre empreinte carbone. Et je pense que c'est un des moteurs de la transformation du marché du soda à domicile. Oui, tout à fait. Ça, parce que, à partir, avant de revenir, mais ça va être le lien avec les recettes, l'intérêt en fait, de faire soi-même sa boisson, c'est qu'on choisit soi-même son dosage et la quantité que l'on va boire. Et donc, on va pouvoir, à un moment donné, choisir quelque chose de très peu sucré, parce qu'on a juste très soif et on a envie d'un truc en plus. Et parfois, on a envie de notre dose habituelle de sucre dans un soda. Donc, on va pouvoir jauger le taux de sucre et la quantité. Parce que le principe d'un soda en bouteille de 25 ou 33 centilitres, c'est que quand c'est ouvert, faut le boire. Parce qu'après, ça perd ses bulles, donc ça a moins d'intérêt. Donc, on va pouvoir favoriser des petits usages et donc potentiellement réguler son taux de sucre. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Et c'est ce qui nous plaît à nous aussi, puisque donc, dans nos sachets, parce que nos boissons, elles sont naissance, proposent des boissons sans bouteille. Donc, c'est un peu déroutant. Ça, déjà, c'est un peu déroutant, effectivement. Ce sont des sachets craft dans lesquels tu as tout pour faire ta boisson. Du sucre, des plantes, des fruits, des épices. Donc, suivant une recette de Damien, chef Damien. Et 9 ingrédients sur 10, enfin, plus de 90% sont d'origine française. Trop bien. En fait, le principe qu'on s'est donné, c'est que quand ça pousse en France, on achète en France. Donc, c'est plus cher. Mais pour nous, c'est notre manière de soutenir l'agriculture biologique française et de travailler en circuit plus court. Oui, tout à fait. Et on a travaillé d'ailleurs sur le Spritz. Je suis fan de Spritz, naissance. Mais je crois que c'est ma boisson favorite. Ouais, en plus, ce qui est génial, c'est que, je vais te laisser reprendre, mais avec ce Spritz-là, tu peux le prendre juste avec de l'eau gazeuse et c'est quand même trop, trop bon. Ouais, t'as plus besoin d'alcool, en fait. Il est suffisamment complexe pour se faire vraiment plaisir. Et dans ce Spritz, tu as du coup, d'ailleurs, du poivre de Séchouan. Et ce poivre, on l'achetait auparavant via un intermédiaire qui devait l'acheter à un autre intermédiaire qui venait du coup d'assez loin, d'Asie. Et lors des universités d'été de l'économie de demain, 2023, on a rencontré un producteur de poivre de Séchouan qui est basé à Castries. Incroyable. Donc, franchement, moi, je me suis dit que je n'avais pas compris. Et en fait, il réintègre cette culture-là sur ses terres en agroforesterie. Oui. Et on lui a acheté son premier kilo de poivre de Séchouan. Trop bien. Et depuis, forcément, on en a acheté plus. Et en fait, il est tellement parfumé en soi et tellement frais qu'on en met beaucoup moins en fait, dans notre recette. Bien. Parce qu'il a un pouvoir aromatique qui est dingue. Donc, en fait, le pouvoir de travailler avec des producteurs locaux, c'est aussi... la capacité, la possibilité de proposer des boissons qui sont géniales parce qu'elles sont très savoureuses. Oui, tout à fait. Donc là, on essaie de le faire maintenant avec le gingembre, parce qu'il vient de Pérou, le nôtre. Donc c'est un peu loin. C'est difficile en même temps, le gingembre, de le cultiver plus près. Oui, je crois que... Alors, on commence à en produire en France, en Bretagne et dans les Landes. Ah, ok. Excellent. Donc on a déjà réservé une quantité sur la prochaine production en fin d'année. Mais si on voulait finalement couvrir tous les besoins de la France en gingembre, ça vit sous terre, en fait. Sous serre, pardon. Donc, en fait, faudrait je ne sais plus combien d'hectares de serre, donc ce serait effectivement pas faisable. Mais on va travailler ce gingembre, là, on a reçu des premiers essais, et je suis sûre qu'il va avoir un goût différent.
Et donc, on va pouvoir en faire une boisson... c'est ça l'intérêt, on va certainement en faire une boisson de terroir, avec un caractère un peu différent, et peut-être que ce sera en série limitée, et peut-être qu'on l'aura pas toute l'année. Et en fait, c'est pas grave. Parce que c'est le cas de plein de légumes et de fruits que l'on ne retrouve pas toute l'année sur nos étals. Bien sûr. Et finalement, pourquoi on pourrait pas faire la même chose sur les boissons? Ouais, complètement. Ouais. C'est là où tu t'arrives à quelque chose qui effectivement, on a envie on a envie d'être rassuré avec une marque, un standard. Bien sûr. L'être humain n'a pas envie aime bien sa routine, il n'a pas envie de changer. Donc il faut quand même garder une structure un peu classique. Mais je pense qu'on peut amener casser les codes de la boisson en apportant une structuration plus maraîchère. En fait. Ça fait. Ouais, puis en plus, comme tu es sur des produits plus qualitatifs, comme tu le disais, hein, ça donne plus de goût, plus de saveur. Donc, c'est un cercle vertueux à plein d'aspects. Quoi. Et donc là, tu nous as bien fait saliver avec toutes ces recettes, toute la provenance des produits, etc. Tu nous as un petit peu parlé de l'impact en termes de distribution. Maintenant, j'aimerais qu'on en revienne un petit peu plus loin sur l'étape suivante, c'est-à-dire sur l'étape de consommation, vu que, à ma connaissance, vous vous concentrez principalement sur tout ce qui est CHR, les cafés, hôtels, restaurants. C'est quoi l'impact pour ces cafés, hôtels, restaurants et puis leurs équipes? Alors, c'est vrai qu'on a démarré en restauration, parce que tout a démarré dans un restaurant. Donc, ça avait beaucoup plus de sens. Et puis, Damien et moi sommes deux professionnels de la restauration. C'est aujourd'hui où il y a encore l'essentiel de notre activité. Mais on arrive en GMS spécialisé, puisqu'on arrive chez Biocop. Ok, excellent. Donc ça, ce sera la découverte de comment le consommateur réagit à cette innovation, à ce produit, à ce nouvel usage. Surtout qu'en rayon, tu vas avoir des bouteilles, des sachets. ça fait un peu c'est ça, tes petits sachets. Donc, on va apprendre. On va apprendre savoir comment ce produit réagit en linéaire et comment surtout les consommateurs le perçoivent. Mais du coup, en attendant, on reste effectivement très focalisé sur le CHR. Et en fait, je vais pas te cacher que c'est assez déroutant. Quand on va voir un restaurateur, un hôtelier, un bar, il est assez dérouté au démarrage parce que il connaît pas, en fait. Bien sûr, c'est complètement différent. Il connaît pas, et surtout, il n'a pas conscience de ce que représentent les boissons dans son organisation, souvent. Il se rend pas compte du temps que ça prend. Ouais, c'est tellement structurel, tellement ancré. C'est tellement intégré qu'en fait, il en a plus conscience. Donc notre premier sujet, c'est de lui dire, mais regarde, le temps que tu prends à gérer ta logistique de bouteilles, descendre les caisses à la cave, remonter, refill ton frigo. Qu'est-ce que tu fais des vides? Est-ce que tu dois aller au bac à verre? Est-ce que c'est de la consigne? Et du coup, ça va te prendre de l'espace le temps que le bac se remplisse. Quel espace de stockage tu as pour tes bouteilles? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Ouais, notamment pour tes équipes, puis c'est de la manutention et tout. Voilà, et donc tout ça, c'est plus lui ouvrir les yeux là-dessus. Et après, c'est l'accompagner. Sur comment tu fais pour créer ton nouveau rituel de boisson, ta nouvelle organisation, parce qu'il va falloir que tu passes en cuisine, ou que quelqu'un de l'équipe en tout cas le fasse, pour transformer ce sachet en concentré. Il faut une casserole, il faut de l'eau, il faut faire bouillir. Ouais, et puis il faut un petit peu de main-d'œuvre, entre guillemets, il faut du temps, quoi. Ouais, il faut du temps. Et il faut du temps indirect, parce que ça va infuser. Tout à fait. Donc le temps, en fait, quand tu passais ta commande à ton distributeur en disant j'ai plus de telle ou telle boisson, et pour que le lendemain tu sois relivré, ben là c'est la même logique, mais en fait il va falloir que tu transformes ton sachet.
Donc c'est j'en ai plus, il faut que je reprépare mon sachet. Et la bonne nouvelle, j'ai envie de te dire, c'est que si t'en restes plus d'une journée à l'autre, c'est pas grave, parce qu'en fait, tu produis un petit peu moins pour la fois d'après, quoi. Bah oui, parce que ça se conserve 3 mois au frais. Donc il y a des logiques après qui se mettent en route avec des productions. On a certains clients qui produisent une fois par mois, en fait, la boisson. Ils s'organisent, ils savent quel volume ils doivent produire et ça leur permet de faire une seule cuisson. Donc, nous, on est là pour leur ouvrir les yeux et ensuite les prendre par la main en leur disant « Regarde comment tu vas t'organiser. Voilà le matériel dont tu vas avoir besoin. » Et on va les accompagner pour passer ce cap du changement, du changement. Et une fois qu'il est en place, en général, il fait pas marche en arrière. Ouais. D'ailleurs, tu évoquais lors de cette conférence l'exemple de... Je crois que c'était l'équipe du Rosa Bonheur, où en fait, ça fait des changements incroyables. Le Rosa Bonheur des Buttes Chaumont, c'est assez incroyable ce qui s'est passé parce que aujourd'hui, c'est notre plus gros client et ça a été ils nous ont fait confiance assez vite, très tôt. C'est Zouzou, la patronne du Rosa, qui a décidé de ce qu'elle appelle de faire la révolution parce qu'elle a tout changé du jour au lendemain. Elle n'a pas juste mis une boisson en plus et on allait voir. Elle a tout viré. Elle s'est équipée de becs avec de l'eau pétillante et elle a dit on y va. Trop bien. Et en fait, auparavant, ils recevaient 7 palettes de boissons par semaine. Donc voilà, tu vois le truc. Aujourd'hui, ils en reçoivent plus qu'une. Incroyable. Donc oui, faut passer du temps à préparer les boissons. Sauf qu'en fait, au final, tu gagnes du temps. Et on a mesuré, pour faire 300 litres d'équivalent boisson, il te faut une demi-heure. Alors que 300 litres, en fait, quand c'est en équivalent caisse, il te faut 1h30. Bon, bah t'as gagné 1 heure. Et puis, il y a peut-être un autre aspect aussi, c'est déplacer les 300 litres... ça nécessite des bras et tout, et puis toutes les difficultés que ça peut engendrer aussi en termes de déplacement, etc. Ça peut engendrer des douleurs à ceux ou celles qui les portent. Je pense que ça relève un sacré problème aussi. Ouais, ça c'est vrai qu'on n'avait pas vu venir ça, mais on s'est rendu compte que préparer les boissons, en fait, ça procurait une certaine joie et une certaine fierté aux équipes. Parce qu'ensuite, quand elles vont les servir, elles vont dire déjà, elles savent ce qu'il y a dedans, elles sont capables d'en parler, et elles sont capables d'avoir un discours hyper valorisant. Donc, elles ont une valeur ajoutée. En fait, le serveur a une valeur ajoutée parce que il va pouvoir raconter l'histoire de la boisson. Et ça, c'est pas possible quand on charrie juste des caisses. Ouais, c'est clair. Ça donne un nouveau rôle, une nouvelle légitimité, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a une vraie fierté et une vraie joie à préparer les boissons d'essence. Et ça, c'était complètement la surprise. Ouais. Excellent. Et on va continuer sur cet exemple du Rosa Bonheur, parce qu'en plus, il y a cette fierté de le préparer, comme tu disais, mais aussi même pendant la soirée. Je crois que tu évoquais le fait que il y avait une personne qui devait enlever tous les déchets de boissons. Ça lui prenait un temps fou pendant la soirée. Il devait faire je sais pas combien d'allers-retours. Enfin bref. Oui, c'est vrai que en fait, du temps des bouteilles, ça fait un peu vieux de dire ça. En fait, ils avaient un runner qui passait 3 fois dans la soirée. En fait, qui était chargé du coup qui était en soutien du bar. Et donc, il allait au bar prendre le sac poubelle avec toutes les bouteilles vides. Il traversait la soirée, la salle du Rosa Bonheur avec le sac poubelle soit au-dessus des têtes, soit en dessous, mais quand c'est plein, c'est compliqué. Et donc, il faisait l'aller-retour 3 fois. Parce qu'en fait, dans la soirée, il avait besoin de vider le bar 3 fois. Lui, il fait plus ça. Trop bien. En fait, ils ont plus de poubelle, en fait. Ils ont juste ces sachets qui sont recyclables. Donc, ils ont plus... on a certaines halles gastronomiques qui ont des taxes sur les poubelles assez importantes, sur le verre, sur les déchets ménagers, etc. Et en fait, eux nous disent, mais ça, en fait, ces taxes commencent à être importantes, les taxes d'ordures de ménagères, suivant certaines villes, suivant catégorie d'établissement, etc.
Donc ils nous disent, mais en fait, c'est aussi un gain parce qu'on va réduire les déchets. Et donc, on va réduire le poids des déchets que l'on va devoir traiter, et donc le coût de la taxe d'ordures ménagères pour l'établissement. Ouais, mais c'est ça que je trouve génial avec cet exemple, c'est qu'on est vraiment sur une innovation systémique, quoi. On n'est pas juste à réduire le poids d'une bouteille et tout, on repense une autre offre, en partant bien du besoin des consommateurs et en disant, ok, en fait, cette offre-là, elle permet non seulement de faire bosser des agriculteurs locaux, de faire des produits de meilleure qualité, d'éviter toute une suite d'emballages et d'impact sur les transports, et en plus d'améliorer la relation client et d'améliorer la relation, enfin l'expérience des professionnels. Mais c'est génialissime, quoi. Donc bravo. Et d'ailleurs, de souvenir, je crois que vous avez bossé avec Catherine Touzard sur certains aspects éco-conception. On lui passe le bonjour parce qu'elle est membre de la Circulab Community. Et justement, en fait, maintenant, c'est quoi les prochaines ambitions de Naissance, mis à part évidemment arriver chez Biocoop prochainement? On a fait un gros boulot avec Catherine de notre ACV, notre analyse de cycle de vie, et qui nous a permis effectivement de mettre ce chiffre de l'empreinte carbone 7 fois plus faible. D'une part, mais on a aussi travaillé sur l'empreinte eau, même si c'est plus compliqué, les données sont moins forcément disponibles, mais on sait qu'on a un gain de au moins de 44%. Voilà. Super. Donc, en fait, l'empreinte eau d'une boisson industrielle, c'est principalement la production ou et on a fait un atelier avec Catherine qui était hyper intéressant il n'y a pas très longtemps, de sensibilisation. Il y avait un graphique qui était ressorti d'iceberg sur l'empreinte des sodas. Et en fait, c'est un iceberg, donc naturellement, la partie émergée était plus petite que immergée. Et immergée, ça avait une couleur de cola. Et donc, cette partie immergée, c'est justement les ressources. En fait, aujourd'hui, quand on parle de soda, on se dit c'est sucré et ça pollue avec des bouteilles en plastique. Bah oui, mais pas que, en fait. Parce que rien que pour produire une bouteille de 33 centilitres, il te faut 3 litres d'eau. Ok. Donc, en fait, ça consomme des ressources. Il te faut de l'eau ensuite pour le process de fabrication de la boisson. Suivant les acteurs, tu peux être plus ou moins en circuit fermé ou en réutilisation de l'eau, mais il y a quand même de l'eau qui est utilisée dans cette production. Et à la fin, tu as besoin d'eau pour soit réutiliser la bouteille ou la recycler. Donc, en fait, tu as besoin de l'eau à différents moments, en plus du sucre, de la production du sucre, de l'eau que nous, du coup, on économise. Parce qu'on ne produit pas de bouteilles, qu'on n'a pas de process de fabrication. Et ça, aujourd'hui, c'est complètement méconnu, en fait. Sauf que l'eau, c'est la 6e limite planétaire qui est déjà dépassée. Et donc, à un moment donné, peut-être dans 30 ans, dans 50 ans, on va devoir se poser la question de qui a le droit à l'eau potable. Et est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est l'industrie? Est-ce que c'est justement notre consommation personnelle? Donc, tous les postes où on peut économiser de l'eau sans changer notre vie, sans avoir d'impact, sur notre mode de vie au quotidien, c'est hyper important. Et c'est en ça où moi, je crois que travailler sur... alors soit sur des contenants, du bib versus de la bouteille, repenser en fait ces emballages, ça amène en fait à travailler sur les ressources utilisées et notamment l'eau. Donc on ouvre une voie assez rupturiste, mais pour emmener tout le monde à se questionner et à trouver des solutions peut-être un peu différentes de celles qu'on propose, mais qui vont dans le sens en fait de l'économie de ressources utilisées et du moindre impact pour la planète. Donc la suite, c'est d'emmener le maximum d'acteurs dans cette transformation. On a une avancée, on est référencé dans le groupe Accor avec une volonté forte sur certaines marques de promouvoir ces boissons
pour aller dans la continuité de leur engagement du zéro plastique, du zéro bouteille dans les hôtels. Donc ça, c'est un acteur majeur. Et l'idée, c'est d'aller chercher les prochains acteurs qui prennent un peu ce bâton de pèlerin pour s'emparer du sujet et devenir des nouveaux ambassadeurs de cette nouvelle boisson qui est éco-responsable, mais aussi juste hyper bonne, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Et d'ailleurs, pourquoi Naissance ? Alors, c'est toujours compliqué, hein, les noms de marques. Alors, déjà, il faut peut-être les placer parce que pour ceux qui nous écoutent, c'est N-E-C-E-N-S-E. Ouais. Bien joué. Bah écoute, c'est la rencontre de plusieurs choses. C'est une poisson de plantes, donc on est sur les essences qui sont vraiment au cœur des recettes. C'est aussi la naissance d'une nouvelle manière de consommer. C'est aussi très olfactif, donc on a cette présence du nez qui est là. Et puis, c'est écrit différemment pour faire ce petit pas de côté, tu vois. Je pense que c'est ça, Naissance, c'est un petit pas de côté pour nous emmener vers autre chose, pour nous emmener à regarder, en fait, notre mode de consommation, le secteur d'une manière différente. Et c'est ça qui nous anime, au-delà de la marque et du succès commercial, c'est d'activer la transformation du secteur. Ok. Donc c'est un peu David contre Goliath, mais il y a de très belles histoires qui se passent comme ça, donc on y croit. Ouais, mais moi, franchement, je trouve que ce David-là, il a des putains d'arguments de ouf, quoi. Vive David. Complètement. Et on va revenir un peu plus à toi pour finir. Si tu devais rencontrer Charlotte, qui est sur le point d'arriver chez Valrhona pour son premier jour, tu la croises, tu lui dis quoi comme conseil ? Moi, je lui dirais ouvre encore plus tes oreilles. En fait, c'est une chance de démarrer dans un grand groupe. Alors, au démarrage, c'était une PME, Valrhona, mais c'est devenu un grand groupe. C'est une chance parce que c'est très structurant et très formateur. Sauf que... Et donc, je lui dirais, capte tout, encore plus de choses pour te nourrir et être encore plus fort et encore plus prêt au moment où il faudra dérouler. Parce que... oui, je pense que je dirais ça. Voilà. Ok. Et puis j'ai beaucoup voyagé avec Valrhona. C'était une super expérience. J'ai rencontré beaucoup de dirigeants de groupes hôteliers, voilà. Et j'aurais envie de lui dire, dis-leur, on se retrouve bientôt, quoi. Garde les cartes de visite. Garde les cartes de visite, ouais, c'est clair. J'en ai, ouais. Mais voilà. Ok, c'est déjà pas mal. Et on va finir avec une dernière question. C'est plus de la perspective pour le coup. C'est tu nous as parlé que tu avais des enfants. L'idée, c'est de dire, mais comment tu parlerais de Naissance à tes petits-enfants ? Dire, mais finalement, pour qu'ils comprennent un petit peu pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure. Alors déjà, moi, je pense que j'aimerais pouvoir leur dire que quand je parlerai à mes petits-enfants, ça soit devenu un peu la norme, de pouvoir remplir sa gourde un peu dans une gare, un aéroport, dans un parc. Et non pas d'acheter une bouteille en plastique. Donc ça sera devenu la norme, de pouvoir avoir cette offre disponible, quel que soit le format qu'on souhaite, on ait besoin. Et donc, j'aimerais pouvoir leur dire, tu vois, j'ai travaillé pour y arriver, quoi, pour que aujourd'hui, ce soit ton quotidien. Ok, excellent. Parfait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à notre entretien ? Écoute, moi, déjà, merci. Merci de m'avoir accueilli, tendu ce micro. Moi, j'ai très envie, effectivement, qu'on puisse être de plus en plus nombreux, à parler de cette nouvelle manière de consommer.
On sera prochainement sur Change Now pour sensibiliser. Donc, j'ai envie de donner rendez-vous à tout le monde sur ce salon ou sur les réseaux sociaux, où je suis quand même pas mal pour réfléchir ensemble. Il y a beaucoup de choses à inventer. Et tu l'as dit, c'est systémique. Donc, rejoignez-nous, travaillons ensemble pour inventer ce futur de la boisson plus durable. Ok, parfait. Un grand merci Charlotte et bonne route. Merci à toi.